fait ce con? Ça, Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? et qu'il a fait toutes les caisses, il a cherché son intro de pas. Ah, il cherche son intro? Ouais, depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est pour ça qu'elles sont si pourries ces intros. Ah oui, Oh, je pense qu'il en trouvera pas, hein. je pense pas. It's turning. Salut à tous, alors aujourd'hui on vous présente cette magnifique Ferrari 512 TR. Alors le TR n'est pas le même que dans le milieu médical ou le milieu hospitalier, c'est TR pour Testarossa car il s'agit de l'évolution de la Ferrari Testarossa. Alors pourquoi Testarossa? C'est un hommage à la 250 Testarossa qui était une Ferrari des années 60 qui avait l'avant rouge, donc la tête rouge, et en italien ça donne Testarossa comme dirait mon cher maître Menardo. Testarossa. La 512 TR, l'évolution de la Testarossa qui est elle-même en quelque sorte une évolution de la 512 BB. Je m'explique, même châssis, retravaillé, même moteur retravaillé. Pour ce qui est du moteur, il s'agit d'un 12 cylindres boxer, donc 12 cylindres à plat, de 4,9 litres de cylindrée, qui développait aux alentours des 385-390 chevaux pour la Testarossa et qui a été monté jusqu'à 428 chevaux sur la 512 TR. Donc autant vous dire que pour une voiture des années fin 80, début 90, c'est vraiment pas mal du tout. La Ferrari Testarossa a été présentée en 1984 et son évolution, la 512 TR, a été elle présentée en 1991 et produite jusqu'en 1996. Alors en termes de performance, franchement pour l'époque on est sur un truc assez costaud. On est à 4 secondes 8 pour le 0-100, ce qui est quand même vraiment pas dégueu, et à 313 km/h de vitesse de pointe, ce qui est plus que beaucoup de voitures modernes, y compris de voitures un peu sportives. Donc là on est quand même sur un truc un peu hors norme, un peu hors du commun. Ça fait partie, en gros, des premières... des premières supercars. C'est les premières supercars, c'est ça. C'est à l'époque, je veux dire, il y avait la Diablo et ça quoi. C'est un peu les vraies premières supercars. C'est là qu'on a commencé à faire des machins où on partait en couille en fait, à faire des trucs qui étaient au final un peu inutilisables sur route parce que on se faisait soit mettre en prison, soit tuer. Il s'agit de l'avant-dernière création du patron de chez Ferrari, du créateur, du fondateur de chez Ferrari, Enzo Ferrari. Sa dernière création étant la Ferrari Enzo. Maintenant qu'on vous a présenté un petit peu le modèle et son histoire, on va vous présenter celle-ci et surtout on va vous présenter un petit peu le design de cette bagnole qui moi personnellement me rend complètement dingue. C'est la plus belle Ferrari jamais faite à mes yeux. Je trouve qu'elle est, après voilà, c'est ma génération, mais c'est une voiture que je trouve phénoménale en termes de design. C'est bien entendu Pininfarina qui l'a dessinée, comme toutes les plus grandes Ferrari, et on a un design, un coup de crayon qui est fabuleux et surtout une conception qui est ultra moderne parce qu'on a une voiture extrêmement aérodynamique mais surtout avec un appui aérodynamique qui est complètement dingue, qui fait qu'elle n'a pas besoin d'aileron. L'arrière est tellement plat qu'il est plaqué au sol par le vent et du coup ça vient garder son aérodynamisme et malgré tout lui conférer une super tenue de route. En termes de design, on a aussi bien entendu ces lignes tendues, à ce dessin ultra rectiligne avec les ailettes qu'on a sur les côtés qui sont en fait des aérations qui viennent refroidir les freins et le moteur, ce qui est quand même pas mal quand on a une voiture qui monte à ces vitesses-là, de garder des freins à une température à peu près décente et un moteur qui n'explose pas dû à la chaleur. Donc là, on a, en plus d'un refroidissement liquide, bien entendu, on a un refroidissement qui va se faire par l'air grâce à ces ailettes qui va propulser l'air à l'intérieur du compartiment moteur pour le refroidir. Dans ces ailettes latérales, on a aussi la poignée de porte qui est dissimulée, encore une fois, pour lui donner vraiment une ligne sans petit appendice, sans défaut. Ils ont caché les poignées de porte. C'est un petit concept qu'ils ont gardé ensuite sur la 350
355, qui fait qu'il n'y a pas de poignée de porte apparente. Et surtout, point hyper cool de cette caisse qui en fait une véritable voiture, un véritable marqueur des années 80-90, c'est ces feux escamotables à l'avant. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, notamment sur les japonaises, qui était très à la mode parce que pareil, ça permettait de donner une ligne très épurée à la voiture et de n'ouvrir les feux que quand on avait besoin, et le tout avec un côté un peu gadget, ce qui était assez en vogue à l'époque. Ça a été assez rapidement abandonné pour des raisons évidentes de coût et surtout de maintien en l'état. C'est un gadget, comme je le disais, qui tombait très souvent en panne, donc on se retrouvait à avoir des feux qui n'étaient pas coordonnés, avoir un feu qui s'ouvrait quand l'autre se fermait, etc., etc. Bref, ça tombait en panne tout le temps. Parfois, ça ne s'ouvrait même plus, ce qui était assez emmerdant. Donc, on s'est rendu compte que le plus simple, c'était d'avoir des feux fixes. Et ben, on va passer un peu à l'arrière. À l'arrière, on retrouve toujours le même fil conducteur, donc des lignes très droites, des coups de crayon acerbes et vraiment une voiture qui a été taillée au cutter. Donc avec toujours ces ailettes qui vont rappeler un petit peu les ailettes latérales et surtout, comme je vous le disais, un arrière extrêmement plat pour lui donner un appui aérodynamique sans avoir besoin d'un aileron. On a une voiture avec un avant très en pointe et un arrière très à plat qui en fait en faisait à l'époque un peu un ovni parce qu'on a une conception et un dessin qui est assez rare pour l'époque, qui est surtout très novateur, mais qui aujourd'hui la rend hyper emblématique. Tout le monde connaît l'arrière de cette voiture, alors surtout parce que quand tu croisais une 512 TR sur la route, tu étais généralement derrière. Tout le monde reconnaît cet arrière qui est devenu emblématique et c'est une bagnole que tout le monde avait en poster au-dessus de son lit dans les années 80. Dans le jeu vidéo Outrun, vous aviez la 512 TR de dos. Ça contribue au mythe et au fait que c'est un arrière qui est super connu parce que c'était dans les premiers jeux vidéo de voitures comme ça et on avait l'arrière de la 512 TR qui était présente dans le jeu. Alors le gros défaut de conception de cette voiture, c'est son coffre. On a une voiture de place avec un coffre gigantesque pour mettre une tonne de bagages et dans lequel ils nous ont foutu un tas de ferraille dont on ne sait pas quoi foutre quand on part en vacances. Et si vous avez la capacité d'arriver à caser un petit sac quelque part, il y a de fortes chances pour qu'il crame parce que tout est hyper chaud. Donc franchement, bravo les Italiens quoi pour une idée aussi con. Bon, cette petite blague de merde étant faite, on va pouvoir vous parler véritablement de ce moteur et vous le montrer parce que c'est un bijou, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est le 12 cylindres à plat de chez Ferrari. Ce moteur, très sincèrement, au-delà de ses performances, au-delà de ce qu'il sait faire et de l'histoire qu'on lui connaît, esthétiquement, c'est un bijou, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est un 12 cylindres à plat, donc vraiment il a une architecture différente de ce qu'on a l'habitude de voir et surtout on a une époque où tout était encore apparent et tout était encore accessible. Aujourd'hui, tous les moteurs sont cachés, on cache avec des très beaux caches d'ailleurs régulièrement sur des Ferrari, on voit des caches carbone, des trucs comme ça. On cache des trucs moches alors qu'à l'époque on montrait des trucs beaux. Donc voilà, c'est pas pour faire papy réac à dire c'était mieux avant, mais franchement c'était mieux avant. Il y a à l'arrière le collecteur qui en plus est un tube style en inox qui donne une sonorité de ouf malade à la voiture. Donc ouais, vraiment là c'est un chef-d'œuvre. Quand on a cette voiture, je pense qu'on passe autant de temps à contempler le moteur qu'à la conduire parce que c'est beau, c'est juste beau et franchement je comprends en fait que j'ai eu ça au-dessus de mon lit dans un poster pendant des années. Bon allez, fini de se pignoler, on va passer à l'intérieur. Bon, à l'intérieur de ces voitures-là, on va pas se mentir, à cette époque-là, c'était quand même pas mal de la merde. Je veux dire, chez Lamborghini comme chez Ferrari, ils se faisaient vraiment chier à faire des designs hyper affûtés à l'arrière avec des lignes hyper modernes et très en avance sur son temps. Tant à l'intérieur, ils avaient plus le temps quoi. Les gars, ils avaient une deadline, ils se sont dit on va pas s'emmerder. Donc ces boîtes à chaussures sur planche de bois, c'est pas la folie. Et encore que chez Ferrari, c'est quand même un poil mieux que chez Lamborghini. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de s'asseoir au volant d'une Diablo, alors auto phénoménal, mais quand vous vous retrouvez au volant, vous avez une énorme boîte à chaussures qui vous coupe la quasi-totalité du champ de vision. Là, au moins, on a un champ de vision à peu près correct. On a une sellerie qui est plutôt belle, avec des sièges surpiqués, avec un écusson gaufré sur le dossier. Là, pour le coup, on a du cuir de belle qualité. Et pareil, le cuir de la qualité du cuir sur la planche de bord est pas mal. Mais le mot planche de bord prend littéralement tout son sens parce que c'est une planche quoi. Il n'y a rien. Déjà, en termes d'options, bon ça, c'est l'époque qui veut ça. Il n'y avait pas grand chose. Là, on a le chauffage et une liseuse. Bon, c'est pas mirobolant. Et tous les boutons sont concentrés au même endroit, à savoir sur la console centrale. Ils se sont pas fait chier quoi. Ça est plastique Durland. On a mis du plastique dur avec un soupçon de plastique dur. Et on a terminé avec une petite couche de plastique dur et on a rassemblé tous les boutons pour pas se faire chier à se dire ah là ça va être bien, là ça va bien tomber sous la main. Non, tout est là, tout est au même endroit.
Le point fort de cette voiture, c'est sa boîte de vitesse. On a donc une boîte de vitesse manuelle avec la grille Ferrari qui non seulement est très jouissive à conduire, vous passez les rapports, vous sentez vraiment le clac, vous avez une boîte qui est hyper bien guidée avec un débattement qui est court, et surtout le son même pas du moteur, même pas de la boîte, mais vraiment de la grille. Le métal du levier qui s'entrechoque contre le métal de la grille, c'est un truc, c'est indescriptible et c'est vraiment génial à rouler. Petit point rigolo dans cette voiture, ce sont les compteurs. Alors à cette époque-là, je sais pas, les mecs se sont chauffés, ils se sont dit on va pas mettre des chiffres blancs ou des chiffres rouges, on va foutre des chiffres orange fluo sur donc ces compteurs qui sont des Velia avec leurs magnifiques chiffres orange et toutes les écritures en orange. Pourquoi? Je ne sais pas, ça jure à mort avec la couleur de la voiture, mais c'est plutôt sympa, c'est très 90s encore une fois. La différence qu'il va y avoir entre une Testarossa et une 512 TR à l'intérieur, c'est donc cette console centrale qui remontait jusqu'à la planche de bord sur les Testarossa et qui a été tronquée sur les 512 TR pour y mettre donc 3 cadrans, un avec l'heure et puis 2 petits manos avec la jauge d'essence et la température d'huile pour venir compléter la température d'eau et la pression d'huile sur les compteurs qu'on a sous les yeux derrière le volant. En termes d'équipement, on a les vitres électriques qui est quand même assez incroyable pour une voiture italienne de cette époque-là, les rétroviseurs électriques et on a surtout ce petit gadget que moi j'aime beaucoup, c'est les 2 petites liseuses. Donc on a une lumière orientable comme les bus d'aération qu'on a au-dessus de nos têtes dans l'avion, une petite lumière, et on a surtout ce plafonnier qui est juste une plaque de plastique noir qui semble être juste une plaque de plastique noir, et quand on l'allume en fait il y a une lumière derrière, donc c'est plutôt marrant parce que ça donne un côté un peu moderne, has-been quoi, donc assez sympa. Et surtout on a ce magnifique klaxon et voilà, et ça c'est plutôt sympa. Cette voiture, hein, très clairement, c'est pas une voiture qu'on achète pour son intérieur, pour son confort ou pour son équipement. C'est une voiture qu'on achète pour son moteur, pour sa collectabilisation et pour surtout son agrément de conduite parce que c'est une voiture exceptionnelle. Et on va d'ailleurs aller faire un petit tour avec, histoire de vous montrer un petit peu le charme et la philosophie de Ferrari ancienne, hein, bien entendu. Bon, alors on va pas se mentir, pas nécessairement la meilleure voiture à avoir en ville quoi. Avoir un 12 cylindres en boîte méca bien raide, bien à l'ancienne en ville, c'est pas l'idéal. Ouais, il fait chaud dans la voiture, hein. Là on est en fin janvier, bah franchement on a chaud quoi. Bah, c'est les années 80, hein, ça, on y est, hein. On peut pas faire plus dedans là. Et alors là avec le moteur à l'arrière et tout, on a un son dans les oreilles, c'est vraiment cool. Perso je suis très content de conduire cette voiture parce que c'est une voiture que j'adore, vraiment j'adore. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est ma Ferrari favorite. C'est ma préférée de toutes les Ferrari, de toutes générations confondues. Je la trouve incroyable cette caisse. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en conduire une, donc là je suis assez content quoi. Alors à rouler, c'est finalement pas si compliqué que ça. On a un petit truc qui est un peu particulier, c'est le pédalier décalé. C'est-à-dire que sur une voiture lambda, vous avez les pédales droit devant vous. Là, les pédales sont sur la droite, donc on a les pieds qui sont décalés. C'est un petit truc à prendre. La première est en bas, on a la grille Ferrari, on n'a pas de direction assistée, il n'y a pas de guidage du levier de vitesse, donc c'est vraiment au pilote d'aller chercher les vitesses là où elles sont. Mais ça reste relativement simple. Par exemple, j'ai eu la chance de conduire une Diablo, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile à rouler. Ah bah oui. Là, franchement, ça se roule relativement facilement, hein. C'est pas la mer à boire, quoi. Ça se prend en main plutôt cool. Comparé à une Diablo qui était un enfer à prendre en main. Vraiment. Ah mon coco, tu kiffes? Non. Non, c'est marrant, le pédalier, c'est hyper particulier quoi. C'est-à-dire que tu sais pas, tu poses ton pied gauche, tu sais pas si tu es sur le frein ou sur l'embrayage quoi. C'est très. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, mais c'est assez particulier. Les pédales sont très proches, elles sont exactement à la même hauteur. Ouais, tu sais pas trop où tu te situes. C'est vraiment, vraiment un peu déstabilisant. Mais bon, avec un peu de concentration et en faisant un peu attention, pas de lézard. Hein. Mais voilà, même à basse vitesse là depuis tout à l'heure, on cruise, hein, on n'a pas dépassé les 40 km/h. Franchement, c'est hyper sympa à rouler. Hein. Quand on est au volant de cette voiture,
On a quand même un peu l'impression d'être au volant d'une part importante de l'histoire et de la pop culture. C'est une voiture qui a vraiment marqué son époque. C'était une des toutes premières supercars et c'était vraiment l'âge d'or, je trouve, de Ferrari. Peut-être que les puristes ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'on est arrivé à un moment où Ferrari était encore des voitures très artisanales et vraiment intéressantes et où en même temps il y avait des vraies performances, quoi. En ça, c'est une voiture qui est vraiment intéressante. Et alors, icône de la pop culture parce que on voyait les plus grandes stars à l'époque rouler là-dedans. C'est-à-dire que Michael Jordan en avait une incroyable noire avec un intérieur rouge, avec une plaque d'immatriculation, c'était M, R et J pour Air Jordan, qui était hyper cool. O.J. Simpson en a une aussi, qu'il aurait peut-être mieux fait d'utiliser au lieu de prendre son Ford Bronco pour faire une course-poursuite avec les flics. C'est une voiture qu'on a retrouvée dans plein de films, qui était dans Deux flics à Miami, ou Miami Vice en anglais, vu plus récemment dans Le Loup de Wall Street. Enfin, c'est vraiment la bagnole pop, quoi. Pas au sens populaire, hein, on s'entend, mais pop culture, quoi. Cette grille, elle est incroyable. Chaque vitesse qu'on passe ou qu'on rétrograde, avec un petit talon pointe, c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment exceptionnel à rouler. Et donc voilà, cette 512 TR est un modèle de 1991 qui totalise 53 000 km, qui est en excellent état, qui a toujours été suivi et qui vient de sortir d'une grosse révision. Il y en a eu pour plus de 10 000 € de révision, donc autant vous dire que ça chiffre assez vite sur ce genre de voiture. Mais voilà, vous pouvez vous aussi faire partie de la hype de 1991 en vous offrant cette magnifique voiture et en faisant partie du panel de propriétaires célèbres dont on vous a parlé. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de nous appeler, de nous envoyer un message, un pigeon voyageur, un fax, un télégramme, envoyer un de vos potes venir toquer à la porte pour prendre rendez-vous pour venir la voir et venir éventuellement l'acheter, ce qui serait sympa pour tout le monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à cliquer sur la cloche bleue et à liker cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.